Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on était plus d'1 millier sur le bateau, entre les repas en voyage et nous, les émigrants, d'autres gens bizarres. Et pourtant, il y en avait toujours un seul, sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger ou de se promener simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors il s'immobilisait là, sur place, et son cœur battait à en exploser. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait « L'Amérique !» Celui qui est le premier à voir l'Amérique, sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non, ni même une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là d'écrit. Même tout petit, si tu regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang ou je ne sais quoi, et puis de là au cerveau, puis sur la langue, et puis dans ce cri, l'Amérique! Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant, déjà là tout entière. L'Amérique. Là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Goodman Tidy Lemon Novecek, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an d'Europe jusqu'en Amérique et retour, sans cesse à flotter sur l'océan. Quand tu redescendais sur Terre, t'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, ils bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une chose qui comptait pour moi, jouer de la trompette. Alors, quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot ou le Virginian, là-bas sur le port, je me suis mis sur les rangs, avec ma trompette. Janvier 1927. Les musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais, et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là à me fixer, pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini sans dire un seul mot. Puis il m'a demandé « C'était quoi ?» Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche, peut-être un sourire. Il avait une dent en or. Juste là au milieu, on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. Ah, ils en raffolent de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé.
meine Damen und Herren, signore et signori, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis. Le monsieur là-haut les touche, je vois. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'est un pari? Vous aviez des créanciers aux fesses? Vous êtes en retard de 30 ans pour l'arrivée vers l'or? Vous vouliez visiter le bateau, mais vous n'êtes pas aperçu qu'il était parti. Vous étiez juste sorti pour acheter des allumettes, en ce moment votre femme est chez les flics. Elle dit, pourtant c'est un petit bien, tout à fait normal, 30 ans de mariage, pas une vraie dispute. Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien faire à 300 000 de n'importe quel bon Dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis? Oh, pardonnez-moi, madame. Je plaisantais, ne vous inquiétez pas. Ce navire file tel une boule sur le billard de l'océan. Tchac! Plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et... Là, dans le trou. New York! Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, en plein milieu de l'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'imitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tooney. Trombone, Gingerbread Gallup. À la guitare, Samuel Hopkins. Et enfin, au piano, Danny Goodman, Tini Lemon Novecento, le plus grand. Il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas, avant que lui se mette à le jouer, ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. C'était plus là, définitivement. Danny Boudman, T.D. Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait, tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter, tu n'es pas complètement fichu. Ouais. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamique, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries. On me mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches. Même ma trompette, je l'ai vendue. J'ai tout vendu. Mais cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là, limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être, quand elle était jouée au beau milieu de l'océan, par le piano magique de Danny Goodman, T.D. Lemon Novecento.
appelé Danny Boudman qui l'avait trouvé un matin, alors tout le monde était déjà descendu à Boston. Et il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas. Il restait là, sans faire de bruit, les yeux ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça, en général. Ils accouchent à la sauvette, quelque part sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu'il soit méchant, non, mais de la misère. Misère noire. Un mouflet, c'était une bouche de plus à nourrir et un sacré paquet d'ennuis à l'immigration. Alors, il le laissait sur le bateau. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement. Si on le laisse sur le piano à queue dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un Rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'est un bon plan qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas. Mais pianiste, oui. Et le plus grand, je le jure. Le plus grand. Bon, bref. Le vieux Boudman le trouva là. Il chercha quelque chose disant qui il était, mais il ne trouva rien qu'une inscription sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue, T.D. Limoni. Il y avait même une espèce de dessin avec un citron, bleu lui aussi. Danny, c'était un noir de Philadelphie, un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon !» Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha. Quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Ce môme, il a commencé par lui donner le sien de nom, Danny Boudman, la seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Puis il a ajouté T.D. Lemon, exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton. Parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Un beau nom. Mais il manque quelque chose, il lui manque un grand final. C'était vrai. Il lui manquait un grand final. On n'a qu'à ajouter mardi, dit Sam Stoll, qui était serveur. Tu l'as trouvé un mardi, t'as qu'à l'appeler mardi. C'est une bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? Eh bien, on va l'appeler Novecento, 1900. Novecento? Mais c'est un chiffre. C'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boudman T.D. Lemon Novecento. Oh, c'est parfait, c'est magnifique. Un sacré grand nom, Christ. Vraiment un grand nom. Oh, il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boudman T.D. Lemon Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Ils n'auraient jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde. Danny Boudman resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Puis pendant une tempête au beau milieu de l'océan, il se prit en plein dos une poulie décrochée. Il mit 3 jours à mourir. Il était tout cassé à l'intérieur, impossible de le réparer. Et c'est ainsi que Novecento devint orphelin pour la seconde fois. Il avait 8 ans,
Derrière lui, déjà une cinquantaine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il l'avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre, jamais. À dire précisément, Novecento pour le monde n'existait même pas. Il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de date de naissance, il n'avait pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était jamais né. Ça ne pourra pas continuer longtemps, cette histoire, disaient quelquefois les autres à Danny. Et en plus, c'est contre la loi. Mais Danny avait une réponse qui ne faisait pas un pli. Dans le cul, la loi. On ne peut plus vraiment discuter à partir de là. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. Ils le cherchèrent dans tout le bateau pendant 2 jours, rien, il avait disparu. Cette histoire, personne ne la digérait vraiment, parce qu'il s'était habitué à ce gamin. Si bien que tout le monde avait la mort dans l'âme quand on est reparti 22 jours plus tard pour Rio de Janeiro, sans que Novecento soit réapparu, sans aucune nouvelle de lui. Quelque chose leur grignotait le sourire à eux tous. Ça les mordait à l'intérieur. La seconde nuit de la traversée, alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla en disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir. Le commandant jura, mais à la voir. Salle de bal des premières, lumière éteinte, silhouette en pyjama, debout à l'entrée, passagers tirés de leur cabine, et aussi des marins, et 3 gars tout noirs montés de la salle des machines. Et même Truman, le radio, silencieux, tous à regarder. Novecento. Il est assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes, elle ne touchait même pas le sol. Et, aussi vrai que Dieu est vrai, il est en train de jouer. Il jouait, je ne sais quel diable de musique, petite mais belle. Et c'était vraiment lui qui jouait, c'était ses mains à lui sur le clavier, Dieu sait comment. Et il fallait entendre ce qui en sortait. Il y avait une dame en robe de chambre rose avec des espèces de pinces dans les cheveux, genre bourrique fric, si vous voyez ce que je veux dire. Une américaine mariée avec un assureur. Eh ben, elle avait de grosses larmes. Ça coulait sur sa crème de nuit. Elle regardait, elle pleurait, elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand elle vit le commandant à côté d'elle, elle montra le piano et en reniflant, elle demanda « S'appelle comment ?»« Novecento. »« Pas la chanson, le petit garçon. »« Novecento. » Comme la chanson. C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de découvrir qu'un gosse qu'on croyait mort non seulement était vivant, mais avait entre-temps appris à jouer du piano. Il planta là la grosse dame riche avec des larmes et petits coins et traversa toute la salle d'un pas décidé, en pantalon de pyjama et veste d'uniforme déboutonnée. Il ne s'arrêta qu'arrivé près du piano. Il y en avait beaucoup des choses qu'il aurait voulu dire à cet instant-là. Entre autres, « Et où t'as appris, bordel ?» Et aussi, « Et où diable est-ce que t'étais fourré ?» Mais, comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par penser également en uniforme. C'est pourquoi il dit « Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. » C'était un petit garçon qui parlait peu mais apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant et lui dit « Dans le cul, règlement. » Première traversée, première tempête, la poisse. N'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais, que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire du Virginian.
En pleine nuit, il a eu les boules, l'océan, et hop, il a tout envoyé promener. À croire que ça ne s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette, histoire de ne pas compliquer les choses. Je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je ne savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau et déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'est des vraies villes flottantes, ces machins, sans blague. Bref, ça n'a pas fait un pli, à force de me cogner dans tous les coins, de prendre des couloirs au hasard comme ça se présentait, j'ai fini par me perdre. Ça y était, j'étais définitivement fichu. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type, tout élégant, habillé de noir, qui marchait tranquillement, pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice, sur la promenade des Anglais. Et ce type-là, c'était Novecen. Il avait 27 ans à l'époque, paraissait plus âgé, je le connaissais à peine. On avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Je ne savais même pas où était sa cabine. Bien sûr, les autres m'avaient un peu parlé de lui, et raconté de drôles de choses. Ils disaient, Novecento, il n'est jamais descendu, il est né sur le bateau, et depuis il est resté, toujours, 27 ans sans mettre pied à terre, jamais. Dit comme ça avait l'air d'être une trace monumentale. Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Moi, ce que je savais, c'est que chaque fois qu'on s'apprêtait à jouer dans la salle de bal, Fritz Hermann, un blanc qui ne connaît rien à la musique mais qui avait une belle gueule, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dirigeait l'orchestre, s'approchait de lui et lui disait tout bas, s'il te plaît, que les notes normales, d'accord? Novecento faisait oui, la tête, et il jouait les notes normales, en regardant fixement devant lui, sans jamais un regard pour ses mains, comme s'il était complètement ailleurs. Maintenant, je le sais qu'il était ailleurs, mais à l'époque je ne savais pas, je trouvais un peu bizarre. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarde là, il me sourit, et il me dit « Viens ». Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens », le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, c'était un peu différent, mais bon, j'avais pas une aussi belle allure, mais on a fini par arriver jusqu'à la salle de bal. Et puis, balloter de ci, de là, enfin, surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sur les pieds. On arrive près du piano. Personne aux environs, il faisait presque noir, juste quelques petites lueurs ici ou là. Novecento nous montra les pieds du piano. Enlève les cales. Il me dit, le bateau dansait que c'en était un plaisir, tu tenais à peine debout, ça n'a aucun sens de débloquer tes roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève-les. Mais il est fou ce type, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire, et pour être exact,
Je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que le piano commença à griffer sur le parquet de la salle de bal. Et nous derrière lui, avec Novechelko qui jouait, sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs et le piano soulevait les bruits. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, tournait pour lui-même, filait droit sur les baies vitrées et à un cheveu de la vitre il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans le fond. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait et nous avec. Moi j'y comprenais rien et Novechelko lui jouait, je continuais à jouer. Et c'était clair que ce piano, il ne faisait pas que jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez? Avec les touches, avec les notes, je ne sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. C'est absurde, mais n'empêche. Pendant qu'on voltigeait entre les tables, contrôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là ce qu'on faisait. Ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Oh yes! Oh Christ! Et c'est là, cette nuit-là, que Novechelko et moi, on est devenus amis, à la vie et à la mort, pour toujours. Notre temps passé à calculer ce que ça pouvait faire en dollars, tout ce qu'on avait cassé. Et plus ça se chiffrait, plus on riait, quand j'y repense. Je crois bien que c'était ça, être heureux. Ou ça y ressemblait. Ce fut cette nuit-là que je lui demandais si elle était vraie, cette histoire. L'histoire de lui et du bateau, qu'il était né dessus, quoi, et tout le reste. Si c'était vrai qu'il n'était jamais descendu. Et il me répondit, oui. Mais vrai, vraiment? Il était très sérieux. Vrai, vraiment. Et je ne sais pas, mais à ce moment-là, ce que j'ai senti en moi pendant un instant sans le vouloir, sans savoir pourquoi, ça a été un frisson. Et c'était un frisson de peur. De peur. Un jour, j'ai demandé à Novechelko à quoi diable il pensait quand il jouait. Est-ce qu'il regardait, les yeux toujours droits devant lui, ou il s'en allait finalement dans sa tête, pendant que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches? Et il m'a répondu, aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient des cheveux parfumés. Il y avait des lumières partout. Et c'était plein de tigres. Il voyageait, quoi. Et chaque fois, il allait dans un endroit différent, en plein centre de Londres, dans un train au milieu de la campagne, sur une montagne si haute que la neige n'arrivait à la taille, ou dans la plus grande église du monde, à contempler les colonnes et regarder les crucifix bien en face. Il voyageait. À sa manière, mais vraiment. Le monde, il l'avait peut-être jamais vu. Mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novechelko lui volait son âme. En ça, c'était un génie, rien à dire. Il savait écouter. Il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde sait. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Les signes que les gens portent avec eux. Les endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, leur histoire, écrite sur eux du début à la fin. Et lui, il la lisait. Et avec un soin infini, il cataloguait, il répertoriait, il classait. Et ensuite, il voyageait là-dessus comme un dieu, pendant que ses doigts se promenaient sur les touches, en caressant les courbes par une taille. Il m'a fallu des années, mais à la fin, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je me posais la question. Nom de Dieu, Novechelko, pourquoi tu ne descends jamais, même une fois, rien qu'une? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes yeux, de tes propres yeux? Pourquoi tu restes dans cette prison flottante quand tu pourrais être sur ton pont neuf, à regarder les péniches et le reste? Tu pourrais faire ce que tu veux, tu
tu joues du piano comme un dieu, il serait une dingue de toi, tu ferais un paquet de fric. Tu pourrais choisir la plus belle maison qui soit. Tu pourrais même t'en faire une en forme de bateau, qu'est-ce que ça peut faire? Et tu la mettrais où tu veux, au milieu des tigres, par exemple, ou sur Bertan Street. Mais nom de Dieu, tu ne peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux sens comme un con. T'es pas un con, tu es grand, le monde est là. Il y a juste cette foutue passerelle à descendre. Mais qu'est-ce que c'est? Juste quelques petites marches de rien, mais il y a tout, nom de Dieu, au bout de ces quelques marches, il y a tout. Pourquoi tu continues au lieu de descendre de ce machin, au moins une fois, rien qu'une? Novecento, mais pourquoi tu ne descends pas? Pourquoi? Pourquoi? Ce fut durant l'été de 1931 que Jelly Roll Morton monta sur le Virginia, tablier de blanc, jusqu'au chapeau, avec un diamant comme ça, au doigt. Lui, c'est un flic. Quand il faisait des concerts, il écrivait sur les affiches « Ce soir, Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz ». Ah, c'était pas juste une manière de dire, il en était convaincu. L'inventeur du jazz. Il jouait du piano, jouant un peu assis, trois quarts, et avec deux mains comme des papillons, ultra légères. Il avait commencé dans les bordels à la Nouvelle-Orléans, et c'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour, ils ne voulaient pas entendre de la fringue. Eux, ils voulaient musique qui sache se glisser derrière les tambours et se mêler sans déranger. Et lui, il leur jouait cette musique-là. Et pour ça, il était vraiment le meilleur. Un jour, quelque part, il a entendu parler de Novecento. Quelqu'un dut lui dire un truc dans le genre celui-là, le plus grand pianiste du monde. Ceux qui descendaient du bateau parlaient d'une musique bizarre, d'un pianiste. On aurait dit qu'il avait quatre mains, tellement il jouait de notes. De drôles d'histoires circulaient, quelques-unes vraies parfois, comme celle du sénateur américain Wilson, qui avait fait tout le voyage en troisième classe, parce que c'était là que Novecento jouait, quand il ne jouait pas les notes normales, mais les siennes, qui ne l'étaient pas normales. Bref, quelqu'un alla trouver Jelly Roll Morton et lui dit « Il y a un type sur le bateau, au piano, il fait ce qu'il veut. S'il a envie, il te joue du jazz, mais s'il n'a pas envie, il te joue un truc, c'est comme 20 jazz à la fois. » Jelly Roll Morton avait un fichu caractère, tout le monde le savait. Il dit « Et il ferait comment pour savoir jouer ? Un type qui n'avait pas assez de couilles pour descendre d'un foutu bateau. » Et le voilà parti à rire comme un malade, lui, l'inventeur du jazz. Les choses auraient pu en rester là, sauf qu'un gars a ajouté « Tu fais bien de rire, parce que ce type-là, le jour où il descend, tu repars jouer dans les bordels. Aussi vrai que Dieu est vrai, dans les bordels. » Jelly Roll s'arrêta de rire, sortit de sa poche un petit pistolet à crotte de nacre, le pointa sur la tête du gars qui avait parlé, il ne tuera pas. Il lui dit « Il est où, putain de bateau ?» Jelly Roll Morton jura tant qu'il put, et finit par payer de sa poche un billet aller-retour pour l'Europe et monta sur le Virginian, lui qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau sauf ceux qui descendaient le Mississippi. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite de toute ma vie, déclara-t-il entre deux jurons journalistes qui allèrent lui dire au revoir sur le quai 14, dans le port de Boston.
Puis il s'enferma dans sa cabine et attendit que la terre devienne des lumières au loin, et un souvenir, et un espoir. À 21h37, le deuxième jour de navigation, avec le Virginian lancé à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe, Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes, extrêmement élégant, tout habillé de noir. Le barman servit un whisky. Les gens firent silence. Jelly Roll prit le whisky, s'approcha du piano et regarda Novecento dans les yeux. Il ne dit rien, mais qu'on perçut dans l'air, c'était « bouge-toi ». Novecento se bougea. « Vous êtes celui qui a inventé le jazz, c'est ça ?»« Ouais. »« Et toi, t'es celui qui peut pas jouer du piano quand l'océan se cul, c'est ça ?»« Ouais. » Les présentations étaient. Jelly Roll s'alluma une cigarette, la posant en équilibre sur le bord du piano, s'assit et commença à jouer. Il ne jouait pas, il glissait. C'était comme une combinaison de sous-bras qui glisserait doucement le long du corps d'une femme, mais en dansant. Il y avait tous les bordels de l'Amérique dans cette musique, mais les bordels de luxe, ceux où même la dame du vestiaire est belle. Jelly Roll termina en brodant de petites notes invisibles, tout là-haut, à la fin du clavier, comme une petite cascade de perles tombant sur un sol de marbre. La cigarette était toujours là, à moitié consumée, mais avec la cendre encore tout accrochée, comme s'il avait préféré ne pas toucher pour ne pas faire de bruit. Jelly Roll prit la cigarette au bout des doigts. Il avait des mains qui étaient des papillons, je l'ai dit. Il prit la cigarette et la cendre resta accrochée. Elle ne voulait toujours pas tomber. Peut-être qu'il y avait un truc, j'en sais rien, en tout cas, elle ne tombait pas. Il se leva, l'inventeur du jazz, s'approcha de Novecento, lui mit sa cigarette sous le nez, avec sa jolie cendre, bien droite, et lui dit « À ton tour, marin ». Il joua « Reviens mon petit canard ». Une chanson d'une imbécilité, un truc de monde. Il l'avait entendu chanter pour un immigrant des années auparavant, ça lui était plus sorti de la tête. Mais il aimait vraiment cette chanson, hein. Je sais pas ce qu'il lui trouvait, mais il l'aimait. Il la trouvait terriblement émouvante. Évidemment, c'était difficile d'appeler ça un morceau de bravo. Même moi, j'aurais pu la jouer, c'est dire. Il jouait ça avec un peu d'effet de basse, un écho quelque part, en ajoutant 2 ou 3 fioritures à lui, mais bon. C'est une chanson stupide, ça allait rester. Hein. Jelly Roll faisait la tête du type à qui on a volé des cadeaux de Noël. Avec 2 yeux de loup, il foudroya Novecento et se rassit au piano. Il envoya un blues à faire pleurer un métronome. Tu aurais dit qu'il y avait une peloton de tous les noirs du monde là-dedans, et que lui, il était en train de le ramasser avec ces notes-là, ce qui a laissé ton âme. Tout le monde se leva. Ça reniflait, ça applaudissait. Jelly Roll n'effaça même pas, ça ne rien. Vous voyez qu'il en avait déjà plein les couilles de toute cette histoire. Novecento avait l'air le plus déçu du monde, un peu étonné même. Il me regarda et me dit « Mais il est complètement con ce type !» Je ne lui répondis rien, il n'y avait rien à répondre. Il se pencha vers moi et me dit « Donne-moi une cigarette, tiens. » J'étais tellement ahuri que j'en ai pris une et je lui ai donné. Je veux dire, il ne fumait pas, Novecento. Il n'avait jamais fumé jusque-là. Il prit la cigarette, pivota sur ses talons et alla s'asseoir au piano. Il leur fallut un peu de temps pour comprendre dans la salle qu'il s'était assis et que si ça se trouve, il voulait peut-être jouer.
On entendit 2 ou 3 plaisanteries lourdes, et des rires, quelques sifflets. Les gens sont comme ça, méchants avec ceux qui perdent. Novecento attendit patiemment qu'il se fasse une sorte de silence autour de lui. Puis il lança un regard à Jelly Roll, qui était là-bas au bar, debout, en train de boire une coupe de champagne, et il dit tout bas: « Tu l'auras voulu, pianiste de merde. » Le public avala tout ça sans respirer, en apnée, les yeux vissés sur le piano, la bouche ouverte, comme de parfaits imbéciles. Et ils restèrent là, sans rien dire, complètement éberlués. Même après cette dernière charge meurtrière d'accords qui avait l'air d'être jouée à 50 mains, on aurait cru que le piano allait exploser. Et dans ce silence de folie, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha un peu vers le piano, par-dessus le clavier, et approcha la cigarette des cordes. Un grésillement léger. Il s'écarta. La cigarette était allumée. Je le jure. Bel et bien allumée. Novecento la tenait à la main comme une petite bougie. Il ne fumait pas. Il ne savait même pas la tenir entre ses doigts. Il fit quelques pas et arriva devant Jelly Roll Morton. Il lui tendit la cigarette. « Fume-la, toi. Moi, je ne sais pas fumer. » Ce fut à ce moment-là que les gens se réveillèrent du sortilège. Et ce fut alors une apothéose de cris, d'applaudissements, un boucan énorme. Je sais pas, mais on n'avait jamais vu ça. Tout le monde qui hurlait, qui voulait toucher Novecento. Le bordel généralisé, on n'y comprenait plus rien. Jelly Roll Morton resta le reste du voyage enfermé dans sa cabine. À l'arrivée à Southampton, il descendit du Virginian. Le lendemain, il repartit pour l'Amérique. Mais sur un autre bateau. Il ne voulait plus entendre parler de Novecento ni du rêve qu'il voulait rentrer, point. Accoudé à la rambarde, sur le pont des 3e classes, Novecento le vit descendre, avec son beau costume blanc et toutes ses valises, de belles valises en cuir clair. Et je me souviens qu'il dit seulement « et dans le cul aussi ». Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbonne, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Antilles, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hambourg, New York, Gênes, Floride, Rio de Janeiro, Floride, New York, Gênes, Lisbonne, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago du Chili, New York, Liverpool, océan, plein milieu. C'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire de tableau, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années, et tout à coup, sans que rien ne se soit passé, j'ai bien dit rien, vlam, ils tombent. Ils sont là, accrochés à leur clou, personne ne leur fait rien, et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent, comme des pierres. Dans le silence le plus absolu. Sans rien qui bouge, pas une mouche qui vole, et eux, vlam, sans la moindre raison. Pourquoi à ce moment-là et pas un autre? Je ne sais pas. Vlam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup, il décide qu'il n'en peut plus? Inconfiance. C'est une de ces choses, vaut mieux pas trop y penser, sinon tu deviens fou. Quand le tableau se décroche, quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus, quand tu ouvres le journal et que tu lis que la guerre a éclaté, quand tu vois un train et que tu te dis « je me tire », quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que t'es vieux, quand Novecento, sur l'océan, plein milieu, leva les yeux de son assiette et me dit « à New York, dans 3 jours, je descends ». Blam! J'en suis resté baba.
Un tableau, tu ne peux pas lui poser de questions, mais Novecento aussi. Je le laissais tranquille un moment, puis je commençais à le tanner, je voulais comprendre pourquoi, il y avait forcément une raison. Un type ne reste pas 32 ans sur un bateau, puis tout à coup il descend comme si de rien n'était. Sans même dire pourquoi à son meilleur ami, sans rien lui dire du tout. Il y a quelque chose que je dois voir là-bas. Et c'est quoi? Il ne voulait pas me le dire. Ça peut se comprendre d'ailleurs, parce que quand il le fit, ce fut pour me dire la mer. La mer? La mer. Ben voyons. T'aurais pu penser à tout au passage. Il n'arrivait pas à y croire. Peut-être qu'il voulait se payer ma tronche, le coup du siècle. Ça fait 32 ans que tu la vois, la mer Novecento. D'ici. Moi, je veux la voir de là-bas. C'est pas la même chose. Mon Dieu, j'avais l'impression de parler avec un peu. Mais d'accord. Tu attends qu'on soit arrivé au port, là tu te penches et tu la regardes bien, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Scientifique. La connerie la plus scientifique du siècle. Ça me paraissait à moi. J'aurais pu lui dire, mais je ne l'ai pas dit. C'était pas si simple. Faut dire que je l'aimais bien, Novecento. J'avais bien envie qu'un jour ou l'autre on descende, qu'il joue pour les gens de la terre, qu'il se marie avec une femme sympathique et qu'il ait des enfants, bref, toutes les choses de la vie, qui n'est peut-être pas immense, mais bon, qui est belle quand même, si t'as de la chance, un peu, et qui t'as envie. Lui, de son côté, il était quand même un peu ému. Mais toi, tu viendras me voir, hein, sur la terre. Oh mon Dieu, je t'avais une pierre là dans la gorge, vraiment comme une pierre, ça me tuait de l'entendre parler comme ça. Je déteste les adieux. Je me suis mis à rire du mieux que je pouvais, assez mal d'ailleurs, et à lui dire que bien sûr j'irais le voir, et on fera courir son chien dans les champs, et sa femme nous mettrait une dinde au four, et je ne sais plus quelle connerie encore. Et lui il riait, et moi je riais aussi, et à l'intérieur, vous savez bien tous les deux que la vérité était différente. Que la vérité, c'était que tout serait fini, qu'il n'y avait rien à faire. Ça devait arriver, et ça arrivait maintenant. Danny Boudman, Tiddy Lemon Novecento allait descendre du Virginian dans le port de New York un jour de février. Après 32 ans passés en mer, il allait descendre à terre pour aller voir la mer. Ce fut à la 3e marche qu'il s'arrêta, brusquement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as marché dans une merde, Phil O'Connor, un Irlandais qui ne comprenait rien à rien, mais ça n'empêchait pas d'être toujours de bonne humeur. Il a peut-être oublié quelque chose, j'ai dit. Et quoi donc? Est-ce que je sais? Il a peut-être oublié pourquoi il descend. Dis pas de conneries. Pendant ce temps-là, Novecento immobile, un pied sur la 2e marche et un pied sur la 3e, il resta là comme une éternité. Il regardait devant lui comme s'il cherchait quelque chose. Quand on a relevé les yeux vers la passerelle, ça a été pour voir Novecento qui remontait ses 2 marches en tournant le dos au monde avec un drôle de sourire sur le visage.
En 2 pas, il avait disparu à l'intérieur du navire. « T'as vu? Le nouveau pianiste est arrivé !» a dit Neil O'Connor. « C'est le plus grand, paraît-il. » J'ai répondu. Et je ne savais pas si j'étais triste ou bien heureux en mourir. Ce qu'il avait vu du haut de cette maudite 3e marche, il n'a jamais voulu me le dire. Ce jour-là, et pendant les 2 traversées qu'on a faites encore après, Novecento restait un peu bizarre, parlait moins que d'habitude. Nous, on posait aucune question. Lui, il faisait comme si de rien n'était. On voyait qu'il n'était pas tout à fait normal, mais bon, on n'avait pas envie d'aller l'interroger. Les choses continuèrent ainsi pendant quelques mois, puis un jour, Novecento entra dans ma cabine et lentement, mais tout d'une traite, s'arrêtait, me dit « Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est passé. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux. Je ne le serai plus jamais. » Quant à moi, je n'étais même pas certain qu'il n'ait jamais été malheureux. C'était pas une de ces personnes dont tu te demandes toujours est-ce qu'il est heureux, ce type-là. C'était Novecento, point. Tu ne pensais pas spécialement au bonheur ou à la souffrance. Il avait l'air au-dessus de tout. Il avait l'air intouchable. Lui, sa musique. Le reste, ça ne comptait pas. Je sais maintenant que ce jour-là, Novecento avait décidé qu'il allait s'asseoir devant les touches blanches et noires de sa vie et commencer à jouer une musique absurde et géniale, compliquée mais superbe, la plus grande de toutes, et danser dans la musique ce qui lui resterait d'années, et ne plus jamais être malheureux. Moi, le Virginian, j'en suis descendu le 21 août 1933. J'y étais monté 6 années plus tôt. Ça me paraissait une vie entière. Je n'en suis pas descendu pour un jour ou pour une semaine. Je suis descendu pour toujours. Avec mes papiers de débarquement, mes arriérés de paye, tout en règle. J'en avais fini avec l'océan. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé, cette vie-là. C'était une drôle de manière de faire coller les choses, mais ça fonctionnait. Sauf que je n'arrivais pas vraiment à penser que ça pouvait durer toujours. Si t'es marin, t'es différent, ta place est sur la mer, tu peux y rester jusqu'à ce que tu crèves, mais... Un type qui joue de la trompette... Si tu joues de la trompette, sur la mer, tu es un étranger, et tu le sauras toujours. Que tôt ou tard, tu rentres chez toi, c'est normal. Et autant que ce soit tôt, je me suis dit. Et autant que ce soit tôt, j'ai dit à Novecento. Et il a compris. On voyait bien qu'il n'avait aucune envie de me voir descendre cette passerelle, et en plus pour toujours, mais il ne le dit pas. Et c'était mieux comme ça. Ce qui s'est passé après, une fois débarqué, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien, si cette fichue guerre n'était pas venue te mettre en travers, ça aussi. Ça a tout compliqué. On ne savait plus où on en était. Il fallait avoir un sacré cerveau pour s'y retrouver. Il fallait avoir des qualités que moi je n'avais pas. Moi je savais jouer de la trompette. C'est étonnant à quel point ça peut être inutile quand la guerre est là. Bref, pour ce qui est du Virginian et de Novecento, j'en ai plus entendu parler pendant des années. C'est pas que j'avais oublié, j'ai continué toujours à me souvenir de lui, je me demandais en fait, qu'est-ce qu'il ferait, Novecento, s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait? Dans le cul, la guerre. Ça allait tellement mal que par moments, je fermais les yeux et je regardais là-bas, en 3e classe, je repartais, écouter Novecento, jouer on ne sait quelle musique, ses mains, sa tête, et l'océan autour.
Par l'imagination, j'y allais. Et par les souvenirs. C'est tout ce qu'il te reste, quelquefois, pour sauver ta peau. Quand il n'y a plus rien d'autre. C'est un truc de pauvre. Et ça marche toujours. Bref, tout ça, c'était une histoire terminée. Qui avait l'air vraiment terminée. Et puis un jour, je reçois une lettre écrite par Neil O'Connor, cet Irlandais, qui n'arrêtait jamais de plaisanter. Mais cette fois-ci, c'était une lettre sérieuse. Elle disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué. Il avait servi d'hôpital flottant, il était dans un tel état qu'à la fin, ils avaient décidé de le couler. Ils avaient débarqué à Plymouth le peu d'équipage qui restait. Ils avaient bourré le bateau de dynamite et un jour ou l'autre, ils l'emmèneraient au large pour s'en débarrasser. Boum! On n'en parle plus. Après, il y avait un post-scriptum. Il disait « T'aurais pas 100 $, je te jure que je te les rendrai. » Et après, encore un autre post-scriptum. Il disait « Novecento n'est pas descendu. » J'ai pris le train qui allait à Plymouth. Je suis allé jusqu'au port. J'ai cherché le Virginian. Je l'ai trouvé. J'ai donné un peu de fric au gardien qui était là. Je suis monté sur le bateau. J'ai parcouru d'un bout à l'autre. Je suis descendu jusqu'à la salle des machines. Je me suis assis sur une caisse. Il a l'air bourré de dynamite. J'ai ôté mon chapeau. Je l'ai posé par terre. Et je suis resté là, en silence, sans savoir quoi dire, là, immobile, à le regarder. Lui, là, immobile, qui me regardait. Danny Boudman, Tidi Lemonovitch. À croire qu'il le savait que j'allais venir. Comme il savait toujours les notes que t'allais jouer. Et avec cette tête vieillie, mais d'une belle façon, sans fatigue. Pas une lumière sur le bateau, sauf celle qui filtrait à l'extérieur. Dieu sait comment elle était la nuit. Les mains blanches, la veste bien boutonnée, les souliers brillants. Il n'était pas descendu. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il n'était pas descendu. Il allait sauter avec le reste, au milieu de la mer. Le grand final, avec tous les gens qui regardent, au bout du quai, sur le rivage, le grand feu d'artifice, adieu tout le monde, le rideau tombe, les flammes de la fumée, et une grande vague à la fin. Danny Boudman, Tidi Lemonovitch. Sur ce navire englouti par l'obscurité, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix. Juste une voix. Adagio, qui parle. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté. C'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça, mon père. C'est ce que je n'ai pas vu. Je l'ai cherché, mais ça n'y était pas. Dans toute cette ville immense, il y avait tout. Il y avait tout. Mais de l'humain, il n'y en avait pas. Ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait tout ça, à la fin du monde. Imagine maintenant un piano. Les touches ont un début et les touches ont une fin. Tu sais qu'il y en a 88. Personne ne peut te dire le contraire. Elles ne sont pas infinies, elles. Toi, tu es infini. Et sur ces touches, la musique que tu peux jouer est infinie. Elles sont 88. Toi, tu es infini. Ça me plaît. C'est quelque chose qu'on peut vivre, mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi, et que devant moi se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des milliards de touches qui ne finissent jamais. C'est la vérité vraie qu'elles ne finissent jamais. Ce clavier-là est infini. Et si ce clavier-là est infini, alors, sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui joue. C'est ça que j'ai appris, moi. La Terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage. Une femme trop belle. Un parfum trop fort. Une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Laissez-moi revenir en arrière, s'il vous plaît.
Et maintenant, essaie de comprendre, mon frère. Essaie de comprendre si tu peux. Moi qui n'avais pas été capable de descendre de ce bateau pour me sauver moi-même, je suis descendu de ma vie. Marche après marche. Et chaque marche était un désir. Et à chaque désir, je lui disais adieu. J'ai dit adieu à l'émerveillement quand j'ai vu les icebergs géants de la mer du Nord s'écrouler, vaincus par la chaleur. J'ai dit adieu au miracle quand j'ai vu rire ces hommes que la guerre avait démolis. J'ai dit adieu à la colère quand j'ai vu ce bateau qu'on bourrait de dynamite. J'ai dit adieu à la musique, à ma musique, le jour où je suis arrivé à la jouer tout entière dans une seule note. Et j'ai dit adieu à la joie quand je t'ai vu entrer ici. Ce n'est pas de la folie, mon frère, c'est de la géométrie, un travail d'enfer. J'ai désarmé le malheur. J'ai désenfilé mes désirs de ma vie. Si tu pouvais remonter ma route, tu les retrouverais les uns après les autres, immobiles, arrêtés là pour toujours, jalonnant le parcours de cet étrange voyage que je n'ai jamais raconté à personne, sauf à toi. Je la vois déjà la scène, à l'arrivée là-haut, avec le gars qui cherche mon nom sur la liste et qui ne la trouve pas. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Novecento, Nojinski, Notarbarbolo, Novalis, Novak. C'est parce que je suis né sur un bateau. Fait-il? Je suis né sur un bateau, et j'y suis mort d'ailleurs. C'est peut-être marqué quelque part. Naufrage? Non, sauter en l'air. 6 quintaux et demi de dynamite. Boum! Ah! Tout va bien maintenant. Oui, oui, très bien. Enfin, il y a juste cette histoire de bras. Un bras qui a disparu, on m'a assuré que aucun bras. Oui, vous savez, avec l'explosion. On doit en avoir un ou deux par là. C'est lequel? Le gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai bien peur qu'on ait que 2 droits, vous savez. 2 bras droits? Eh oui. Et ça vous ferait problème éventuellement si quoi? Je veux dire, si vous preniez un bras droit. Un bras droit à la place du bras gauche? Ah oui. Ah, non, en principe. Mieux vaut un droit que rien du tout. Ah, c'est ce que je pense aussi. Attendez un instant, je vais vous le chercher. Sinon, je repasse dans quelque chose si vous en arrivez à gauche. Oh zut! J'ai un blanc et un noir. Ah non, non, la même teinte. Ah, c'est pas que j'ai quelque chose contre les noirs, hein. C'est juste que... la poisse. Toute une éternité là-haut au paradis, avec 2 mains droites. Allez, maintenant on va faire un joli signe de croix. Je ne sais jamais laquelle utiliser. Toute une éternité, des millions d'années à passer pour un ténu, un enfer au paradis. Pas de quoi rire. Bien sûr, mais quand même, imagine cette musique, avec ces mains-là, avec 2 mains droites, 2. Évidemment, condition qu'il y ait un piano. C'est de la dynamite que tu as sous les fesses. Lève-toi de là et va-t'en. C'est fini. C'est fini. Debout, c'est toi. Lève-toi. Va-t'en. Lève-toi, va-t'en, c'est fini. Lève-toi. Va-t'en, c'est fini. C'est fini.